Une nuit de novembre 1987, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. C'était aux abords de la forêt de Compiègne, près de l'ancien pensionnat Sainte-Thérèse. Les phares d'iris de ma voiture ont éclairé une silhouette qui traînait quelque chose ou quelqu'un. J'ai éteint mes feux immédiatement, le cœur battant si fort que j'entendais le sang cogner dans mes tempes. Cette image m'a hanté pendant 37 ans. Aujourd'hui, à 68 ans, je sais que mon silence a peut-être coûté des vies. Mais ce que j'ai découvert ensuite était tellement plus terrible que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Le pensionnat avait fermé ses portes en 1985 officiellement pour des raisons financières. Mais les habitants du quartier Saint-Jacques murmuraient d'autres explications. Des enfants avaient disparu. Pas un, pas deux. 7 enfants en l'espace de 3 ans. Les autorités parlaient de fugues, d'accidents, de drames familiaux. Personne ne voulait prononcer le mot qui nous brûlait tous les lèvres. Et moi, institutrice à la retraite, j'avais enseigné à 4 de ces enfants. Je connaissais leur visage, leur rire, leur peur. Comment pouvais-je rester silencieuse? Ce soir-là, dans la forêt, j'ai compris que Compiègne cachait un secret si monstrueux que même les policiers qui l'avaient découvert avaient choisi de l'enterrer. Un secret protégé par des hommes puissants, des familles respectables, des piliers de notre communauté. Un secret qui impliquait le sous-sol du pensionnat, des tunnels que personne ne savait exister et des cérémonies dont personne ne devait parler. Mon nom est Marguerite Dubois, et voici l'histoire que j'aurais dû raconter il y a 37 ans. Tout a commencé en septembre 1982, quand le petit Thomas Mercier n'est pas rentré chez lui après l'école. Thomas avait 9 ans, des cheveux roux et des taches de rousseur qui dansaient sur son nez quand il souriait. Sa mère, Claire, est venue me voir 2 jours après sa disparition. Elle tremblait tellement que je devais tenir sa tasse de thé pour l'empêcher de se renverser. Madame Dubois, vous le connaissez bien. Est-ce qu'il vous a parlé de quelque chose, de quelqu'un? Je revois encore ses yeux rougis, l'espoir désespéré qui s'y accrochait comme un naufragé à une planche. Thomas m'avait effectivement parlé. La semaine avant sa disparition, il était resté après la classe. Il y a un monsieur qui me donne des bonbons, avait-il murmuré, les yeux baissés. Il dit que je suis spécial, que je peux venir voir sa collection de trains électriques. J'avais senti un frisson glacé descendre le long de ma colonne vertébrale. Quel monsieur, Thomas? Mais il s'était refermé comme une huître, secouant la tête. Il m'a fait promettre de ne rien dire. C'est un secret entre hommes. J'avais prévenu la directrice, Madame Beaumont. Elle m'avait écouté avec ce sourire condescendant que je détestais tant. Marguerite, les enfants ont de l'imagination. Et puis, nous sommes dans une petite ville. Tout le monde se connaît ici. Vous voyez le mal partout. 2 jours plus tard, Thomas disparaissait.
Laissez-moi un commentaire en me disant de quelle ville vous regardez cette vidéo. Êtes-vous de Compiègne? Peut-être vous souvenez-vous de cette époque. La police a interrogé tout le quartier. Ils ont fouillé la forêt, dragué l'Oise. Rien. Thomas s'était évaporé comme s'il n'avait jamais existé. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était l'attitude de certains habitants. Monsieur Laforge, le pharmacien, a ri nerveusement quand je lui ai demandé s'il avait vu quelque chose. Ces choses arrivent, Marguerite. Les enfants sont imprudents. Madame Petit, la boulangère, a détourné le regard. Il vaut mieux ne pas trop poser de questions, pour votre propre bien. 3 mois plus tard, en décembre, la petite Sophie Renard a disparu à son tour. Elle avait 8 ans et venait d'une famille modeste du quartier populaire. Son père était ouvrier à l'usine Renault. Cette fois, la réaction a été différente. Pas de grand battage médiatique, pas de recherches intensives. Les gens comme eux ne surveillent pas bien leurs enfants, avait dit le commissaire Valentin en haussant les épaules. J'étais présente lors de cette déclaration dans le café en face de la mairie. Son indifférence m'avait révolté. Mais ce qui m'a vraiment alerté, c'était le comportement des autres enfants de ma classe. Ils étaient devenus silencieux, méfiants. Plusieurs me regardaient avec des yeux remplis de terreur quand je mentionnais Thomas ou Sophie. Un jour, la petite Amélie a fait tomber son crayon. En se penchant pour le ramasser, elle a murmuré si bas que j'ai failli ne pas entendre. Il les emmène dans la maison qui dort. La maison qui dort. Cette expression m'était inconnue. J'ai interrogé Amélie après la classe, mais elle s'est mise à pleurer hystériquement. Sa mère est venue la chercher et m'a fusillé du regard. Laissez ma fille tranquille. Elle a assez de cauchemars comme ça. La semaine suivante, Amélie était transférée dans une autre école. J'ai commencé à enquêter discrètement. Les registres du pensionnat Sainte-Thérèse remontaient à 1923. L'établissement avait été fondé par la famille d'Évreux, une lignée de notables dont le patriarche actuel, Augustin d'Évreux, siégeait au conseil municipal. J'ai découvert quelque chose d'étrange dans les archives de la bibliothèque municipale. Entre 1945 et 1950, 5 enfants du pensionnat avaient déménagé brusquement selon les termes pudiques employés. Pas de traces, pas d'adresse de transfert. Simplement disparu. Et puis, il y avait les témoignages plus anciens, ceux qu'on trouvait dans les registres paroissiaux. En 1923, l'année de l'ouverture du pensionnat, le curé de l'époque, le père Mathieu, avait écrit dans son journal « Que Dieu me pardonne, mais je ne peux plus bénir ces murs. Ce que j'ai vu dans les caves dépasse l'entendement humain. » Le journal s'arrêtait là. Le père Mathieu était mort 3 jours plus tard, officiellement d'une crise cardiaque. Il avait 32 ans. En avril 1983, un 3e enfant a disparu. Marc Fontaine, 10 ans, fils du boucher. Cette fois, j'ai décidé d'agir. J'ai pris ma voiture et je me suis rendu au pensionnat Sainte-Thérèse un dimanche après-midi. Le bâtiment était imposant,
avec ses 3 étages de pierre grise et ses fenêtres étroites qui ressemblaient à des yeux méfiants. La grille était fermée, mais j'ai remarqué que le mur d'enceinte était effondré sur le côté est. Je me suis faufilé à travers les ronces et les orties. Le parc était à l'abandon, envahi par les mauvaises herbes. Une balançoire rouillée grinçait dans le vent, produisant un son lugubre qui me donnait la chair de poule. Je me suis approché du bâtiment principal. Les portes étaient condamnées par des planches, mais une fenêtre du rez-de-chaussée était entr'ouverte. L'intérieur sentait le moisi et quelque chose d'autre, une odeur douce et écœurante que je n'arrivais pas à identifier. J'ai allumé ma lampe de poche. Les couloirs étaient jonchés de débris, de vieux meubles renversés, de livres moisis. Mais ce qui m'a frappé, c'était la propreté relative de certaines zones. Pas de poussière sur les rampes d'escalier, des traces de pas récentes dans la saleté du sol. Quelqu'un venait ici régulièrement. J'ai exploré le rez-de-chaussée, mon cœur battant à tout rompre. Les anciennes salles de classe, le réfectoire avec ses longues tables encore en place, la chapelle avec son crucifix renversé. Et puis, j'ai trouvé l'escalier qui descendait. Un panneau indiquait « Chaufferie, accès interdit ». La porte était neuve, avec un cadenas moderne qui jurait avec la vétusté des lieux. Je savais que je devais partir, appeler la police. Mais quelque chose me poussait à continuer. J'ai cherché un outil et j'ai trouvé un vieux pied de biche dans un placard. Mes mains tremblaient tellement que j'ai mis plusieurs minutes à forcer le cadenas. Quand il a cédé avec un claquement métallique, j'ai eu l'impression que tout le bâtiment retenait son souffle. L'escalier descendait profondément, bien plus qu'une simple cave. Les marches étaient en pierre et usées au centre, comme si des milliers de pieds les avaient empruntés pendant des décennies. La température chutait à chaque pas. Mon souffle formait de petits nuages blancs dans le faisceau de ma lampe. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai atteint un couloir. Des portes métalliques s'alignaient de chaque côté. Certaines étaient entr'ouvertes. J'ai regardé dans la première. C'était une cellule, il n'y avait pas d'autre mot. Un lit de fer, une table, rien d'autre. Sur le mur, quelqu'un avait gravé des dates. 1987, 1951, 1958. Et puis, avec un frisson d'horreur, j'ai vu 1952, l'année de la disparition de Thomas. J'ai continué, examinant chaque cellule. Elles étaient toutes semblables, toutes marquées de dates gravées dans la pierre. Dans l'une d'elles, j'ai trouvé un petit train en bois, le jouet préféré de Thomas. Sa mère me l'avait décrit en pleurant. Il ne s'en séparait jamais. Il l'emmenait partout. Mes jambes ont failli me lâcher. Thomas avait été ici. Peut-être était-il encore. J'ai appelé son nom, ma voix résonnant de manière sinistre dans le couloir souterrain. Pas de réponse. J'ai continué à avancer, le petit train serré dans ma main comme un talisman.
Le couloir menait à une grande salle circulaire. Ce que j'y ai découvert m'a fait tomber à genoux. Au centre de la pièce, il y avait une sorte d'autel. Des bougies à moitié consumées l'entouraient. Sur les murs, des symboles que je ne reconnaissais pas, tracés avec quelque chose de sombre. Du sang, probablement. Mais ce qui m'a glacé jusqu'à l'âme, c'était les photographies. Des dizaines et des dizaines de photographies d'enfants, épinglées sur les murs comme des trophées de chasse. Je reconnaissais certains visages. Thomas, Sophie, Marc. Mais il y en avait tellement d'autres. Des enfants que je ne connaissais pas. Certains visiblement photographiés il y a des décennies d'après leurs vêtements. Tous avaient mis la même expression. La terreur à l'état pur. Et tous portaient autour du cou le même médaillon. Un pendentif étrange en forme d'œil. Un bruit m'a fait sursauter. Des pas dans l'escalier. Quelqu'un descendait. J'ai éteint ma lampe et me suis caché derrière l'autel, le cœur sur le point d'exploser. La lumière d'une lampe a éclairé la salle. 2 hommes sont entrés parlant à voix basse. J'ai reconnu l'un d'eux immédiatement. Augustin d'Évreux, le notable de Compiègne. Le prochain rituel est prévu pour le solstice, disait-il. Nous avons déjà sélectionné le sujet. La petite Élise du quartier nord. Personne ne posera de questions. Sa mère est alcoolique. L'autre homme a ricané. Je ne voyais pas son visage, mais sa voix m'était familière. Toujours aussi efficace, Augustin. Le cercle sera satisfait. Cela fait maintenant 62 ans que nous maintenons la tradition. 62 ans, depuis 1923, depuis l'ouverture du pensionnat. Mon Dieu, combien d'enfants, combien de vies sacrifiées dans cette cave maudite. J'ai dû me mordre la main pour ne pas crier. Le second homme s'est tourné, et j'ai enfin vu son visage. Le commissaire Valentin, le policier chargé d'enquêter sur les disparitions. Ils sont restés une dizaine de minutes vérifiant les bougies, ajustant les symboles sur les murs, puis ils sont repartis. J'ai attendu dans le noir, tremblant de tous mes membres, avant d'oser bouger. Je devais sortir d'ici. Je devais prévenir quelqu'un. Mais qui? Si le commissaire était impliqué, qui pouvait m'aider? Je me suis faufilé hors du pensionnat avec le petit train de Thomas caché dans ma poche. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai appelé la gendarmerie nationale, demandant à parler à quelqu'un de Beauvais, en dehors de Compiègne. On m'a promis qu'un enquêteur viendrait me voir dans la semaine. Mais le lendemain matin, on a retrouvé ma voiture vandalisée, les pneus crevés, les vitres brisées, et sur le pare-brise, un message écrit avec de la peinture rouge. Le silence protège, la curiosité tue. Mon téléphone a sonné. Une voix déformée, mécanique. Nous savons ce que vous avez vu, Marguerite. Nous savons où vous habitez, oubliez. Pour votre bien et celui de votre petite fille, Emma. Emma, ma petite fille, c'est de 7 ans. Il connaissait ni son nom.
C'était une menace à peine voilée. J'ai pleuré toute la journée, déchiré entre ma conscience et la terreur pour ma famille. Quand l'enquêteur de Beauvais a finalement appelé 3 jours plus tard, je lui ai dit que je m'étais trompé, que j'avais confondu avec un rêve. Sa voix était sceptique, mais il n'a pas insisté. J'ai vécu dans la peur pendant des mois. Je sursautais au moindre bruit, je vérifiais ce qu'Emma allait bien 10 fois par jour. Et puis, en octobre 1983, le pensionnat a mystérieusement brûlé. Un incendie accidentel selon les autorités. Le feu a duré 3 jours, détruisant complètement le bâtiment. Les pompiers n'ont même pas pu descendre dans les caves. Trop dangereuses, trop instables. Officiellement, il ne restait rien. Mais moi, je savais. Ils effaçaient les preuves. Ils enterraient leurs crimes sous les cendres et les décombres. Et ça a fonctionné. Les disparitions ont cessé pendant un moment. Les gens ont commencé à oublier, à se convaincre que c'était terminé, que le danger était passé. Ils se trompaient. En 1945, une nouvelle vague de disparitions a commencé, mais cette fois, c'était différent, plus discret. Les enfants provenaient de familles marginales, de foyers brisés, des enfants que personne ne chercherait vraiment. Julien, le fils de la prostituée du quartier de la Gare, Nathalie, placée en famille d'accueil, Antoine, dont le père était en prison et la mère internée en psychiatrie. J'ai compris qu'ils avaient simplement déplacé leurs opérations. Le pensionnat n'était qu'un lieu. L'organisation, le cercle, comme ils l'appelaient, à Nativité, était toujours là. Et ils étaient intouchables, protégés par leur position sociale, par leur réseau d'influence. Augustin d'Évreux était devenu maire adjoint. Le commissaire Valentin avait été promu. D'autres membres que j'avais identifiés occupaient justement des postes clés à la préfecture, au tribunal, dans l'éducation nationale. C'était un réseau parfaitement organisé, s'étendant sur plusieurs générations. Les pères initiaient leurs fils, perpétuant cette horreur de décennie en décennie. Et moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Une vieille institutrice contre tout un système pourri jusqu'à la moelle. En novembre 1987, j'ai pris ma retraite. Je n'en pouvais plus de voir ces enfants chaque jour, sachant que certains d'entre eux pourraient être les prochaines victimes. J'ai pensé déménager, quitter Compiègne, essayer d'oublier. Mais comment oublier les visages de Thomas, Sophie, Marc et tous les autres? C'est cette nuit de novembre, un mois après ma retraite, que j'ai eu mon dernier contact avec cette horreur. Je revenais de chez ma fille à Paris. Il était tard, presque minuit. J'ai pris le raccourci par la forêt de Compiègne. C'était une erreur. Mes phares ont éclairé une scène que je n'oublierai jamais. Un homme en manteau noir traînait quelque chose, non, quelqu'un, un enfant inconscient, peut-être mort. L'homme s'est retourné vers ma voiture. Son visage était caché par un masque blanc. Mais je sais qu'il m'a vu. Nous sommes
resté ainsi pendant ce qui m'a semblé une éternité, figé dans cette confrontation silencieuse. Puis j'ai vu les autres, sortant des arbres comme des fantômes, tous vêtus de noir, tous portant ces masques blancs terrifiants. Ils se sont avancés vers ma voiture. J'ai fait demi-tour dans un crissement de pneus et j'ai fui. Dans mon rétroviseur, je les voyais rester immobiles sur la route, me regardant partir. Le lendemain, on a retrouvé le corps d'un enfant dans la forêt. Maxime Rousseau, 11 ans. Officiellement, il s'était perdu et était mort d'hypothermie, mais j'avais vu les traces sur son cou, les marques étranges sur ses bras quand ils ont montré sa photo aux informations. Ce n'était pas l'hypothermie, c'était eux. Après cette nuit, j'ai reçu une visite. Augustin d'Évreux en personne est venu chez moi, accompagné d'un homme que je ne connaissais pas, vêtu d'un costume coûteux. Ils sont restés debout dans mon salon, refusant de s'asseoir. Madame Dubois, a commencé d'Évreux avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux, nous sommes inquiets pour vous. Cette histoire de corps dans la forêt vous a manifestement troublé. L'autre homme a pris le relais. Nous sommes conscients de votre curiosité concernant certains événements malheureux de notre ville. Nous comprenons. Vous êtes une femme de cœur. Mais il faut comprendre que certaines choses dépassent notre compréhension. Certaines traditions, certaines nécessités, elles existent depuis bien avant nous et existeront bien après. Vous parlez de meurtre d'enfants. Ai-je réussi à articuler malgré ma terreur? Devereux a secoué la tête tristement. Nous parlons d'équilibre, de sacrifice nécessaire au bien-être de la communauté. Vous ne pouvez pas comprendre, et c'est mieux ainsi. Contentez-vous de profiter de votre retraite, de voir grandir votre petite fille. Emma est dans quelle école déjà? Ah oui, Saint-Joseph. Charmante école. La menace était limpide. J'ai baissé les yeux, vaincu. Ils sont partis, satisfaits de m'avoir réduite au silence. Et pendant des années, j'ai effectivement gardé le silence. J'ai regardé Emma grandir, me disant que son innocence avait plus de valeur que la vérité. J'ai vécu avec cette culpabilité, ce poids écrasant sur ma conscience. Mais aujourd'hui, Emma est adulte. Elle a 37 ans, vit à Lyon avec sa propre famille. Elle est en sécurité, loin de Compiègne et de ses secrets. Augustin d'Évreux est mort l'année dernière. Le commissaire Valentin a pris sa retraite et est parti vivre dans le sud. Peut-être que je suis enfin libre de parler. Ou peut-être pas, car il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre. Pas d'expéditeur, juste mon nom et mon adresse écrits d'une main tremblante. À l'intérieur, une seule phrase. Le cercle ne meurt jamais. Il se renouvelle. Et une photographie. Une photo récente du pensionnat Sainte-Thérèse, ou plutôt de ses ruines, car l'endroit n'a jamais été reconstruit. C'est resté un terrain vague, entouré de grilles et de panneaux danger, accès interdit. Mais sur la photo,
on voyait clairement de la lumière filtrant des décombres. Quelqu'un ou quelque chose était descendu dans ces caves que tout le monde croyait scellées à jamais. Le cercle continuait. Après toutes ces années, après tous ces morts, il continuait. J'ai fait des recherches ces dernières semaines, discrètement sur Internet, dans les archives nodemirgiseuses, et j'ai découvert que les disparitions n'ont jamais vraiment cessé à Compiègne. Elles ont juste été mieux camouflées. Un enfant ici, un autre là, toujours des cas qui peuvent être expliqués autrement. Des fugues, des accidents, des drames familiaux. Mais le schéma, elle est là pour qui veut bien le voir. En moyenne, 3 à 4 enfants disparaissent chaque année à Compiègne et dans les communes avoisinantes. Un taux bien plus élevé que la moyenne nationale. Mais personne ne semble s'en préoccuper. Ou peut-être que ceux qui s'en préoccupent sont réduits au silence, comme je l'ai été. Il y a 3 jours, j'ai reçu une deuxième lettre. Cette fois, c'était différent. L'écriture était celle d'un enfant, maladroite et tremblante. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes dans le noir. Ils viennent la nuit. La maison qui dort nous garde prisonniers. S'il vous plaît, quelqu'un doit savoir. Ils disent que personne ne nous cherche. La maison qui dort. L'expression qu'Amélie avait murmurée il y a tant d'années. Mon sang s'est glacé. Ses enfants étaient encore en vie, quelque part sous terre, dans ces tunnels que je croyais celles. Des enfants attendaient une aide qui ne viendrait peut-être jamais. J'ai 68 ans. Je suis fatigué, malade. Mon médecin m'a diagnostiqué un cancer il y a 6 mois. Il me reste peut-être 1 an, peut-être moins. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire maintenant? Mais toi? La maladie s'en charge déjà. Menacer ma famille, Emma est loin, en sécurité. Alors voici ce que j'ai décidé. Je vais raconter tout ce que je sais. Chaque détail, chaque nom, chaque horreur dont j'ai été témoin. Et puis, avec l'aide de quelques personnes qui me croient, nous allons retourner dans ces caves. Nous allons trouver ces enfants, s'il en reste. J'ai contacté un journaliste de Paris, quelqu'un qui n'a aucun lien avec Compiègne. Il va publier mon témoignage dans les prochains jours. J'ai aussi envoyé des copies de tous mes documents à plusieurs associations de protection de l'enfance, à des avocats, à des policiers que je pense honnêtes. Si quelque chose m'arrive, l'information sera quand même diffusée. Mais avant cela, je voulais que vous, qui que vous soyez en train de regarder ceci, vous sachiez la vérité. Compiègne cache un secret terrible, un réseau d'hommes puissants qui, depuis près d'1 siècle, kidnappent et sacrifient des enfants dans le cadre de rituels que je ne peux même pas commencer à comprendre. Ils opèrent en toute impunité, protégés par leur position sociale et par un mur de silence. Combien d'enfants? Je ne sais pas. Des centaines, probablement. Peut-être plus. Chaque génération a apporté sa contribution à cette horreur, perpétuant ce que leur père leur avait transmis. Et le plus terrifiant, c'est qu'ils ne sont probablement pas seuls. En cherchant sur Internet, j'ai trouvé des similitudes avec d'autres affaires.
à Toulouse en 1975, à Strasbourg en 1989, à Nantes en 2003. Toujours le même schéma. Des disparitions d'enfants marginaux, des enquêtes qui n'aboutissent pas mais jamais, des rumeurs de réseaux sataniques que personne ne prend au sérieux. Est-ce que ces cercles sont connectés? Est-ce que c'est une organisation nationale, voire internationale? Je ne sais pas. Mais je sais que Compiègne n'est pas un cas isolé. Cette horreur est peut-être bien plus répandue que nous voulons le croire. Hier soir, je suis retourné près des ruines du pensionnat. J'avais peur, terriblement peur, mais je devais voir de mes propres yeux. Les grilles sont toujours là, rouillées mais solides. Mais j'ai trouvé un passage, le même que j'avais emprunté en 1983. Le mur effondré n'a jamais été réparé. Je me suis approché des décombres dans le crépuscule, et j'ai entendu quelque chose, un bruit sourd, rythmé, venant de sous terre, comme des coups, comme si quelqu'un frappait contre une surface dure. J'ai posé mon oreille à peine contre les pierres, et j'ai entendu distinctement des voix d'enfants, étouffées, lointaines, mais bien réelles. Ils sont là, en dessous, prisonniers dans ces caves maudites. Combien? Dans quel état? Je ne peux pas le dire, mais ils sont là, et ils attendent, ils attendent qu'on vienne les sauver, qu'on mette fin à ce cauchemar. Demain, je retourne là-bas, cette fois avec le journaliste, avec des caméras, avec tout ce qu'il faut pour documenter ce que nous allons trouver. Je sais que c'est dangereux. Je sais qu'ils ne me laisseront peut-être pas faire. Mais je n'ai plus le choix. J'aurais dû agir il y a 37 ans. J'ai laissé ma peur me paralyser. Et combien d'enfants sont morts à cause de mon silence? Cette culpabilité me ronge plus sûrement que le cancer. Alors demain, je vais réparer mon erreur. Ou j'essaierai au moins. Si vous ne me revoyez plus, si je disparais mystérieusement, vous saurez pourquoi. Et vous saurez que ce que je vous ai raconté est vrai. Compiègne, ma ville, l'endroit où j'ai vécu toute ma vie, où j'ai enseigné pendant 40 ans, est construite sur des tombes d'enfants, sur des secrets si noirs qu'ils avalent la lumière. Mais les secrets, même les plus sombres, finissent toujours par être révélés. La vérité trouve toujours son chemin. Je pense souvent à Thomas, à son petit train en bois que je garde encore dans mon tiroir. Je pense à Sophie et à son rire cristallin, à Marc et à sa passion pour les dinosaures, à tous ces enfants dont je n'ai jamais connu les noms, mais dont les visages me hantent la nuit. Ils méritent justice. Ils méritent qu'on se souvienne d'eux, qu'on raconte leur histoire. Alors, je vous demande, à vous qui regardez ceci, ne restez pas silencieux. Si vous avez des informations, si vous avez vu quelque chose, si vous avez des doutes, parlez. Allez voir la police, les médias, n'importe qui voudra bien vous écouter. Ne faites pas la même erreur que moi. Ne laissez pas la peur vous réduire au silence pendant 37 ans. Regardez autour de vous, dans votre ville, dans votre quartier.
Ces disparitions inexpliquées, ces enfants qu'on ne retrouve jamais, ces familles brisées qu'on oublie trop vite. Posez-vous la question, est-ce normal? Est-ce que c'est vraiment juste de la malchance? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose de plus sombre? J'ai passé les dernières semaines à compiler une liste. Tous les enfants disparus à Compiègne entre 1982 et aujourd'hui. Le chiffre me glace le sang. 143 enfants. 143 vies effacées, 143 familles détruites. Et ce ne sont que les cas officiellement recensés. Combien d'autres n'ont jamais été signalés? Combien d'enfants de sans-abri, d'immigrés clandestins, de familles trop brisées pour même aller voir la police? Dans cette liste, j'ai remarqué quelque chose. Les disparitions suivent un cycle. Elles augmentent à certaines périodes de l'année, au solstice, aux équinoxes, et lors de dates spécifiques que je ne comprends pas. Le 13 mai, le 31 octobre, évidemment, le 21 décembre. Comme si ces dates avaient une signification particulière pour eux, pour leurs rituels obscènes. J'ai aussi remarqué que les victimes ne sont pas choisies au hasard. Elles correspondent à un profil. Des enfants entre 7 et 12 ans, souvent blonds ou roux, souvent avec des yeux clairs. Des enfants qui viennent de familles vulnérables, mais pas toujours. Parfois, ils prennent des risques. Ils choisissent, tandis des enfants de familles normales, peut-être pour le frisson, pour se prouver qu'ils sont intouchables. Thomas correspondait parfaitement à ce profil. Cheveux roux, yeux verts, 9 ans. Fils unique d'une mère célibataire qui travaillait de nuit comme infirmière. Personne ne le surveillait vraiment après l'école. Il était une proie facile. Et moi, son institutrice, celle qui aurait dû le protéger, j'ai échoué. J'ai parlé avec d'autres parents ces dernières semaines, ceux qui ont perdu leurs enfants il y a des années et qui n'ont jamais eu de réponse. Claire Mercier, la mère de Thomas, vit toujours à Compiègne. Elle a maintenant 62 ans. Son visage est marqué par le chagrin. Ses yeux perpétuellement rouges. Elle ne s'est jamais remariée, n'a jamais eu d'autres enfants. Comment le pourrais-je, m'a-t-elle dit quand je suis allé la voir. Comment pourrais-je aimer un autre enfant alors que je ne sais même pas ce qui est arrivé à mon Thomas? Quand je lui ai montré le petit train que j'avais trouvé dans les caves du pensionnat en 1953, elle s'est effondrée. Elle a pleuré pendant 1 heure, serrant ce jouet contre sa poitrine comme si c'était Thomas lui-même. Vous saviez, a-t-elle fini par murmurer. Pendant tout ce temps, vous saviez qu'il avait été là-bas, et vous n'avez rien dit. J'ai essayé de m'expliquer, de lui parler des menaces, de ma peur pour Emma. Mais comment justifier 37 ans de silence? Elle m'a pardonné finalement. Ou peut-être qu'elle était juste trop épuisée pour rester en colère. Faites-le maintenant, m'a-t-elle supplié. Trouvez-les, trouvez mon fils, même si ce n'est que son corps. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de pouvoir enfin faire mon deuil. J'ai rencontré d'autres parents. Le père de Sophie, devenu alcoolique après la disparition de sa fille. La grand-mère de Julien,
qui élève maintenant ses deux petits frères, parce que leur mère s'est suicidée 3 ans après la disparition. Chacune de ces rencontres était un coup de poignard dans mon cœur. J'aurais pu empêcher une partie de cette souffrance si j'avais eu le courage de parler. Mais le plus troublant, c'est ce que certains m'ont raconté. Des détails qu'ils n'avaient jamais osé mentionner à la police. La mère de Nathalie m'a parlé d'un homme qu'elle avait vu observer sa fille à la sortie de l'école, 1 semaine avant sa disparition. Un homme élégant, bien habillé. Il conduisait une voiture luxueuse. J'ai pensé que c'était peut-être un médecin ou un avocat. Il avait l'air respectable. Quand j'ai parlé de lui à la police, le commissaire Valentin m'a dit que je devais me tromper. Qu'un homme comme ça n'aurait aucune raison de traîner près d'une école. Le père de Marc m'a parlé d'une invitation que son fils avait reçue. Une invitation gravée, très chic, pour assister à une démonstration de tours de magie dans une grande maison. Marc était fou de joie. J'ai trouvé ça bizarre, mais l'adresse, c'était dans le quartier chic, près de la villa des Devreux. J'ai pensé que c'était peut-être une fête d'anniversaire d'un camarade de classe. Marc n'est jamais revenu de cette démonstration. Ces témoignages établissent un schéma clair. Ils utilisaient leur position sociale, leur apparence respectable pour attirer les enfants. Qui suspecterait un notable, un médecin, un avocat? Qui oserait accuser ces piliers de la communauté? C'était leur meilleure protection. Leur respectabilité même les rendait invisibles. J'ai aussi découvert quelque chose d'autre. Le pensionnat Sainte-Thérèse n'était pas leur seul lieu d'opération. J'ai trouvé des références à d'autres endroits. Une vieille ferme abandonnée à Saint-Jean-au-Bois. Un pavillon de chasse dans la forêt de l'Aigle. Un manoir délabré près de Pierrefonds. Tous ces lieux appartenaient ou avaient appartenu à des membres de familles influentes de la région. Et tous ces lieux avaient une chose en commun. Des caves profondes, des souterrains, des endroits où l'on pouvait faire disparaître quelqu'un sans que personne ne s'en aperçoive. J'ai commencé à me demander si les tunnels sous le pensionnat n'étaient pas connectés à un réseau plus vaste. Les forêts autour de Compiègne sont criblées d'anciennes carrières, de galeries creusées pendant la guerre. Et si tout était relié? Et si c'était un véritable labyrinthe souterrain? Cette pensée me terrifie. Parce que si c'est le cas, ces enfants pourraient être n'importe où. Ils pourraient être déplacés d'un endroit à l'autre, gardés prisonniers dans ce réseau obscur pendant des mois, des années, peut-être. Certains des enfants qui ont disparu récemment pourraient encore être en vie quelque part sous nos pieds. Il y a 5 jours, j'ai reçu une 3e lettre. Celle-ci était différente. Elle contenait un plan, dessiné à la main. Un plan des tunnels sous le pensionnat. Quelqu'un essayait de m'aider. Au dos, un message. Port de Bleu, 3e niveau. Code 1923. Venez vite, nous sommes 12. L'air devient rare. 12 enfants, 12 vies
qui dépend peut-être de ce que je vais faire dans les prochaines heures. J'ai montré le plan au journaliste. Il a contacté une équipe de spéléologues, des gens habitués à explorer des espaces souterrains. Nous y allons demain soir, à la tombée de la nuit. Nous avons prévu tout le matériel nécessaire, des lampes, des cordes, des masques au cas où l'air serait vicié, des caméras pour tout documenter. Le journaliste a aussi contacté la police nationale, pas les forces locales. Il a parlé à un commandant de la brigade de protection des mineurs à Paris. L'homme était sceptique au début, mais quand le journaliste lui a montré toutes mes preuves, les documents, les photos, les témoignages, son attitude a changé. Si 1/10 de ce que vous me montrez est vrai, a-t-il dit, nous parlons de l'une des plus grandes affaires criminelles de l'histoire récente de France. Une équipe d'intervention sera positionnée non loin du pensionnat demain soir. Si nous trouvons quelque chose, si ces enfants sont vraiment là-bas, ils interviendront immédiatement. Cette fois, pas de corruption locale, pas de commissaire complice. Cette fois, nous allons mettre fin à cette horreur. Mais j'ai peur, terriblement peur. Pas pour moi, je n'ai plus grand-chose à perdre, mais pour ces enfants. Et si on arrivait trop tard? Et si, en tentant de les sauver, nous déclenchions quelque chose qui les mettrait encore plus en danger? Et si ce plan était un piège? J'ai appelé Emma hier soir. Je ne lui ai pas tout dit, je ne voulais pas l'inquiéter, mais je lui ai dit que je l'aimais, que j'étais fier d'elle, que quoi qu'il arrive, elle devait savoir qu'elle avait été la lumière de ma vie. Elle a ri, trouvant que je devenais sentimental sur mes vieux jours. Maman te fait dire bonjour, a-t-elle ajouté. Elle dit que tu devrais venir nous voir à Lyon bientôt. J'ai promis que je viendrai. J'espère pouvoir tenir cette promesse. Cette nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Je pensais à tous ces enfants, à leurs visages sur les photos punaisées dans cette salle souterraine. Je me demandais lesquels étaient encore en vie, lesquels n'étaient plus que des corps enterrés, quelque part dans la forêt. Je me demandais si Thomas avait souffert, si Sophie avait appelé sa mère avant la fin, si Marc avait eu peur dans le noir, et je pensais à ceux qui avaient fait ça, à Augustin d'Évreux et à son sourire satisfait, au commissaire Valentin et à sa voix assurée quand il m'entêtait aux familles, à tous ces hommes en costume, ces pères de famille respectables qui le jour conseillaient le maire et le soir torturaient des enfants dans des caves. Comment devient-on un monstre? Est-ce qu'on est comme ça ou est-ce qu'on le devient petit à petit, cérémonie après cérémonie, meurtre après meurtre? Est-ce que ces hommes regardent leurs propres enfants et ressentent quelque chose? Ou est-ce que cette partie d'eux est morte depuis longtemps? J'ai relu les témoignages que j'ai collectés. Il y en a un qui me hante particulièrement. Une ancienne employée du pensionnat, Marguerite Leblanc, aujourd'hui décédée. Elle avait laissé un journal que sa petite-fille a découvert après sa mort et qu'elle m'a transmis. Dans ce journal, Marguerite décrivait ce qu'elle avait vu en 1947. J'étais femme de ménage au pensionnat. Je nettoyais les classes le soir après le départ des enfants.
Un soir de juin, j'ai entendu des bruits étranges venant des sous-sols, des chants, des voix d'hommes psalmodiant dans une langue que je ne connaissais pas. J'aurais dû partir, mais la curiosité m'a poussé à descendre. Ce que j'ai vu m'a fait perdre la foi en l'humanité. Il y avait une quinzaine d'hommes, tous masqués, tous vêtus de robes noires. Au centre, un enfant attaché sur cet autel de pierre. Je ne voyais pas son visage, mais j'entendais ses sanglots. Les hommes chantaient, et l'un d'eux s'est approché avec un couteau. J'ai hurlé. Tous se sont retournés vers moi. J'ai couru. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Le lendemain, j'ai voulu aller à la police. Mais en sortant de chez moi, j'ai trouvé ma chatte morte sur le pas de ma porte, égorgée. Et un message. Les chattes curieuses finissent toujours mal. J'ai compris. J'ai gardé le silence pendant 50 ans. Aujourd'hui, à 83 ans, mourante, je regrette ma lâcheté. Que Dieu me pardonne. Que ses enfants me pardonnent. Combien d'autres Marguerite Leblanc y a-t-il eu au fil des années? Combien de témoins réduits au silence par la peur? Combien de complices, malgré eux, paralysés par la terreur de ce qui pourrait leur arriver s'ils parlaient? Ce réseau ne fonctionnait pas seulement grâce à ses membres actifs, mais aussi grâce à tous ceux qu'ils avaient terrorisés jusqu'au silence. Le soleil se lève sur Compiègne. C'est peut-être le dernier lever de soleil que je verrai. Dans quelques heures, nous descendrons dans ces tunnels, nous chercherons ces enfants, et peut-être, enfin, nous mettrons fin à un siècle d'horreur. Je laisse ce témoignage ici, enregistré et sauvegardé en plusieurs endroits. Si quelque chose m'arrive, si je ne remonte pas de ces caves, au moins la vérité survivra. Au moins les gens sauront. Et peut-être que quelqu'un de plus courageux que moi reprendra le flambeau et continuera le combat. À tous ceux qui me regardent, je vous dis ceci, ne détournez jamais les yeux de l'horreur. Ne vous dites jamais que ce n'est pas votre problème, que quelqu'un d'autre s'en occupera. Parce que si tout le monde pense comme ça, personne n'agit jamais. Et les monstres continuent à dévorer les innocents dans l'ombre. Croyez les enfants quand ils vous disent qu'ils ont peur. Croyez les victimes quand elles parlent. Ne laissez jamais la position sociale ou la respectabilité de quelqu'un vous aveugler sur ce qu'il est vraiment capable de faire. Les monstres ne portent pas toujours des masques effrayants. Parfois, ils portent des costumes 3 pièces et sourient lors des réunions municipales. Il est 8 heures du matin. Le journaliste vient me chercher dans 1 heure. Nous allons repérer les lieux en journée, préparer notre expédition de ce soir. Je tremble de peur, d'anticipation, d'espoir aussi. L'espoir que nous ne soyons pas trop tard. L'espoir que ces 12 enfants soient toujours en vie derrière cette porte bleue au 3e niveau. Je pense à eux en ce moment même. Sont-ils conscients que quelqu'un vient? Ont-ils encore l'espoir d'être sauvés? Ou ont-ils abandonné depuis longtemps? Depuis combien de temps sont-ils là-dessous? Des jours, des semaines, des mois.
Et je pense aussi aux autres, à ceux que nous ne pourrons plus sauver, à Thomas et Sophie et Marc et tous les autres, dont les corps reposent peut-être quelque part dans ces tunnels. Nous les ramènerons à la lumière. Nous les ramènerons à leur famille. Ils méritent une sépulture digne. Ils méritent d'être pleurés comme ils auraient dû l'être depuis le début. On frappe à ma porte. C'est lui. C'est l'heure. Je prends de mon sac. Je vérifie une dernière fois que j'ai tout. Le plan, mes notes, une lampe de poche, mon téléphone chargé à bloc. Je jette un dernier regard à mon salon, à mes photos sur les murs. Emma enfant, souriante, innocente, comme tous ces enfants l'éteignent avant qu'on leur vole leur innocence. J'inspire profondément. C'est parti. Nous allons dans la forêt, nous allons descendre dans ces tunnels et nous allons découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Si vous regardez ceci et que je ne suis jamais revenu, sachez que je ne regrette rien. J'aurais dû faire ça il y a 37 ans, mais au moins je le fais maintenant. Au moins, j'essaie de réparer mon erreur. Au moins, je meurs en essayant de faire ce qui est juste. Et si par miracle je reviens, si nous réussissons à sauver ces enfants, alors peut-être, enfin, je pourrai dormir sans voir leur visage dans mes cauchemars. Peut-être, enfin, je pourrais me regarder dans le miroir sans détester ce que j'y vois. Priez pour nous, priez pour ces enfants, et surtout, souvenez-vous, le silence est la plus grande arme des monstres. Ne soyez jamais silencieux face à l'horreur. Jamais. C'est Marguerite Dubois qui vous parle depuis Compiègne, ce lundi 8 décembre 2024. Et je descends maintenant dans l'enfer pour en ramener les innocents. Que Dieu nous aide tous.